Bonsoir à tous, merci à vous d'être présents pour ce rendez-vous Santé 10. Ce soir, ce nouveau numéro de Santé 10 sera sur cette thématique de la maladie d'Alzheimer, le diagnostic de la maladie d'Alzheimer au sein de la médecine en orientation gériatrique. Et pour cela, des professionnels sur le plateau. Et comme nous sommes 3 femmes et qu'il y a un seul homme, on a décidé de commencer ce soir par ce monsieur. N'est-ce pas, mesdames, hein? Absolument. Nous commençons par vous présenter, pour les rares personnes qui ne le connaissent pas, monsieur François Lemestre, bonsoir. Bonsoir Brigitte et bonsoir la Guadeloupe. Merci d'avoir répondu à notre invitation une fois de plus. Vous êtes le président de France Alzheimer Guadeloupe. Vous n'êtes pas tout seul, vous êtes très bien accompagné. Nous avons avec nous Madame Blombou, Margaret, bonsoir. Bonsoir Brigitte, bonsoir à tous. Qui est psychologue, mais aussi neuropsychologue. On va expliquer tout à l'heure la différence entre les deux. Et souvent, nombreuses sont les personnes qui ont envie d'un peu plus de détails sur la partie neuropsychologue. Et nous avons plaisir à accueillir le docteur Basile Tatiana. Bonsoir. Bonsoir à tous. Merci d'être avec nous une fois de plus. Vous êtes gériatre, plus précisément au service de médecine à orientation gériatrique de la Polyclinique de Guadeloupe. De Guadeloupe, voilà. C'est bien ça. J'avais peur de ne pas tout dire. Je me suis dit, allez, pour ne pas te tromper... Merci à vous d'être là. On va parler de ce sujet qui est quand même un sujet pas tabou, mais douloureux, un sujet très douloureux pour certains. Et pourtant, on doit informer le plus grand nombre. Je voudrais vous proposer de commencer par une petite vidéo. Il y a de cela quelques temps, plus précisément le 9 décembre 2020, j'étais partie à la rencontre d'une dame du côté de Saint-Guillaume, la section de Saint-Guillaume, dans la commune du Moule, Madame Gaillu-Hélène, une dame à l'époque qui avait 75 ans et qui s'occupait seule, parce qu'elle est fille unique. Elle s'occupait donc de sa maman atteinte de la maladie d'Alzheimer. Et on a une petite vidéo, je vous propose de la regarder et ensuite nous allons rentrer dans le vif du sujet. Si vous êtes d'accord. Hein. Bien sûr. C'est vous qui contrôlez l'émission, si vous êtes d'accord. On part du réel, c'est très très bien. On a Yann avec nous à la réalisation ce soir. Merci Yann de nous lancer la vidéo. J'ai 76 ans et je m'occupe de ma maman de 92 ans. Elle a Alzheimer et comme c'est l'unique enfant, c'est moi. C'est pas évident, mais que veux-tu, que voulez-vous? Ça ne s'arrête jamais. On peut rester éveillé là, on peut dormir éveillé, on peut passer journée moi éveillé. Après il faut moi courir, diviser tâches en moi à case en moi. Alors faut en faire tout. Dans la nuit, il faut me lever. Quand la température aille, il pas si simple pour accepter ça parce que tenir des cours, moi aller prendre dans 3 mois et qui aide moi à comprendre jusqu'où maladie d'Alzheimer peut mener au monde. Et si on pas pour oublier quoi, je trouve plus malade qui malade là où il occupé de là. Il pas simple. Il faut cela depuis en paix parce que nous savons nous toutes n'importe à faire, mais il faut nous savoir aussi que les parents nous obligés à un certain nombre de l'amour aussi depuis nous. Parce que c'est en continuité à la vie que nous vivons. Mais nous connaissons qui en maman et en papa et qu'est-ce que ça représente dans un foyer de toutes les façons. Mais simplement, un coup de main commandé, même un samedi par semaine, mettez en équipe pour payer mener les aidants à détenir un peu nous quoi ici rivière là et puis menez-moi à case moi recommencer encore à nouveau le lendemain dimanche. Il pas lundi parce que même le dimanche. Alors c'est que ça quand même. Moi peut détendre pour décompresser un peu parce qu'il y a des moments où on prend gaz. S'il fallait dire un petit mot aux autres aidants. Courage, je leur souhaite.
Voilà, Hélène Gaillu, 76 ans à l'époque, quand on a interviewé cette dame, on a aperçu son fils, donc le petit-fils de la dame atteinte d'Alzheimer, c'est le fils d'Hélène, Franck, qui nous a parlé un petit peu. Et puis la dame, on a vu en fond une dame qui était assise, elle s'appelle Ninette, c'est une voisine qui vient régulièrement donner un petit peu la force à la famille. Elle vient visiter sa voisine, mais aussi aider, si besoin, Hélène. Et ça aussi, c'est important. On va en parler tout à l'heure. Nombreuses sont les familles dans cette situation. Il n'y a pas qu'Hélène. Malheureusement, j'ai envie de dire entre guillemets, pour Hélène, elle est seule. Un enfant, donc elle est l'enfant unique. Mais dans d'autres familles, il y a aussi ce genre de situation. Pour démarrer, j'aimerais demander au docteur Basileux de revenir un peu sur ce que c'est que la maladie d'Alzheimer. Alors, donc la maladie d'Alzheimer, c'est une maladie, effectivement, neurodégénérative. C'est-à-dire que les neurones, les cellules du cerveau, vont être détruites, malheureusement, et progressivement, par un processus qui reste encore un peu complexe à l'heure actuelle, mais on sait qu'il y a une accumulation de protéines de façon anormale. On parle des protéines tau, des protéines amyloïdes. Et quoi qu'il en soit, cette destruction progressive des cellules va intéresser différentes zones du cerveau et donc conduire à la perte d'autonomie, à des difficultés de mémoire, mais aussi de langage, d'orientation et malheureusement une dégradation globale en fait, de l'état de la personne. Ce qu'il faut savoir, c'est que la maladie d'Alzheimer, elle fait partie d'un ensemble de troubles qui existent, qu'on appelle les troubles neurocognitifs majeurs. Alors moi, je préfère dire les maladies de mémoire, on va dire. Et parmi ces maladies, il n'y a pas que la maladie d'Alzheimer, la forme pure, il y a d'autres types de maladies comme la maladie frontotemporale, la maladie à corps de Lewy, qui vont donner aussi des troubles de mémoire, mais d'autres types de troubles qui peuvent être des hallucinations, qui peuvent être des désinhibitions. Et donc, l'un des objectifs d'ailleurs du diagnostic, ça sera de bien typer la maladie dont souffre la personne, parce que c'est très important ensuite pour la prise en soin et pour l'accompagnement qu'on va mettre autour. On va revenir dans un petit moment sur comment on fait le diagnostic de cette maladie. Mais juste avant, je voudrais demander à Madame Plombou, Margaret, psychologue et neuropsychologue, c'est quoi justement la différence entre neuropsychologue et psychologue et surtout quel est le rôle du neuropsy? Alors, je suis neuropsychologue, en effet. Le neuropsychologue, c'est un psychologue qui s'est spécialisé en neuropsychologie. Tout psychologue fait 5 ans d'études pour obtenir un master. Et pendant ces 5 ans, on a donc fait 2 ans de spécialisation en neuropsychologie. Donc la neuropsychologie, c'est une discipline qui étudie les liens entre le fonctionnement du cerveau et la cognition, les émotions et le comportement. Tout simplement... Monsieur le maître, on va rappeler à ceux et celles qui ne connaissent pas l'association, on va refaire quand même une petite présentation de cette association. Oui, alors France Alzheimer Guadeloupe, c'est quoi? C'est une association, contrairement à beaucoup d'autres associations, c'est une association de famille. D'autres associations, ce sont des associations de malades. La Ligue contre le cancer, par exemple, c'est une association de malades. Nous, on est une association de famille. Le combat de France Alzheimer, c'est de faire reconnaître que c'est une maladie binôme. On l'a bien vu dans le petit film que vous avez montré, c'est qu'elle touche un malade, mais elle touche obligatoirement l'environnement familial. D'où l'importance du combat que nous menons à France Alzheimer pour faire reconnaître cette maladie binôme, pour qu'il y ait un réel statut de l'aidant familial. Cette pauvre dame, tout à l'heure, qu'on voyait dans le film, disait « Moi, j'ai besoin de temps en temps de répit ». Et ça, aujourd'hui, il y a très très peu de répit pour les aidants familiaux. Il faut savoir qu'en majorité, ici en Guadeloupe, vous avez autour de 85% de malades qui sont à domicile. Au niveau national, c'est autour de 70% qui sont à domicile. Le reste est en EHPAD, mais voilà. Il faut obligatoirement venir en aide à ces aidants familiaux parce que c'est difficile de gérer. Elle disait, même le dimanche, je travaille parce que s'occuper d'un parent qui a la maladie d'Alzheimer, c'est quasiment 24 heures sur 24. 24 sur 24. On va revenir de tout à l'heure, monsieur le maître, pour que vous puissiez un petit peu nous dire quels sont les premiers signes évoqués par la famille quand ils se rapprochent de vous. On aura quelques petites questions à vous poser, mais juste avant, on voudrait savoir comment on diagnostique cette maladie, docteur Basileux. Alors justement, cette émission elle est vraiment très importante parce que jusqu'à aujourd'hui, souvent ce que je rencontre lors des consultations, c'est cette difficulté des familles à avoir eu accès à un diagnostic. Il y a un véritable parcours
que les familles parfois décrivent comme un parcours du combattant pour être arrivé au diagnostic de maladie d'Alzheimer. Donc, ce qu'il faut bien retenir, c'est que tout d'abord, le médecin traitant reste le coordonnateur du parcours de soins. Donc, les premières plaintes, les premiers signes qu'on aperçoit où il y a des difficultés de mémoire, mais aussi des difficultés de langage ou des troubles du comportement, c'est vrai que ça reste le médecin traitant, le premier référent à qui il faut s'adresser, souligner ces difficultés et poser la question, qu'est-ce qu'on en fait ? À partir de là, le médecin traitant va pouvoir déjà faire un point en consultation, examiner le patient, faire peut-être même une prise de sang, parce qu'il peut y avoir en fait des troubles métaboliques, des troubles hormonaux qui peuvent donner des troubles de mémoire ou du comportement. Et en fonction de cela, vous orientez ensuite vers un spécialiste. C'est le spécialiste qui pose le diagnostic de maladie d'Alzheimer. Il y a à ce jour, il y a les gériatres, les neurologues, mais également les psychiatres qui sont les référents pour poser ce diagnostic. Au cours d'une consultation spécialisée, ils vont avoir besoin, eux aussi, d'un ensemble d'examens complémentaires. Donc, pas seulement que d'examiner le patient, mais aussi un bilan biologique, ce qu'on appelle un bilan neuropsychologique. C'est là que le neuropsychologue intervient, puisque même si nous, en consultation, on va faire des tests de mémoire rapides, il faut savoir qu'un bilan neuropsychologique, ça peut être relativement long, 1h30, 2 heures, même plus, 2h30. Donc c'est pour ça que nous, on va orienter vers le neuropsychologue pour avoir aussi ce bilan neuropsychologique détaillé. Et donc Margaret nous expliquera un petit peu en quoi il consiste. Et puis aussi derrière une imagerie cérébrale, donc soit un scanner cérébral, soit une IRM. Et c'est avec l'ensemble de ces éléments, donc le bilan biologique, le bilan neuropsychologique, l'imagerie, l'examen clinique, l'interrogatoire de la famille, la situation familiale et sociale, qu'on va pouvoir poser un diagnostic. Donc on voit tout de suite qu'en fait il y a beaucoup d'examens à faire, qu'il y a plusieurs professionnels à rencontrer et que souvent, quand on voit le cas de cette dame avec sa maman, c'est déjà difficile quand on a plus de 70 ans d'accompagner son parent de plus de 90 ans à travers tout ce filtre de consultation, de rendez-vous. On peut prendre l'exemple de prendre un rendez-vous d'IRM cérébral ou même de scanner, c'est très compliqué, encore plus dans la période actuelle avec le Covid où tous les rendez-vous sont décalés, mais c'est extrêmement important. Pourquoi ? Parce que par exemple l'imagerie cérébrale, elle peut dépister aussi quelque chose qui n'a rien à voir avec la maladie d'Alzheimer. Une tumeur cérébrale, un AVC. Donc c'est très important d'avoir tous ces examens avant de poser le diagnostic. Et une fois le diagnostic posé, on va pouvoir accompagner le patient et mettre en place un traitement médicamenteux et non médicamenteux. Là aussi, Monsieur le Maistre, l'association peut aider les familles pour prendre les rendez-vous, diriger les personnes quand il y a un diagnostic à faire. On a parlé de difficultés à prendre certains rendez-vous ou à se diriger vers tel ou tel professionnel. Alors, c'est vrai que beaucoup de... Alors, on va dire qu'en majorité, les gens qui viennent nous voir, ce sont des gens, des familles dont leurs parents ont déjà été diagnostiqués. D'accord. Maintenant, il est vrai que aussi on reçoit des coups de téléphone où des gens viennent nous voir en disant voilà, mon papa, ma maman, mon frère, ma soeur, ils ont des troubles de la mémoire, qu'est-ce qu'on peut faire, etc. Et là, effectivement, nous, on n'est pas médecins. Donc, on va les orienter vers ce qu'on appelle une consultation mémoire en leur disant qu'il existe des consultations mémoire en Guadeloupe, notamment une consultation mémoire du côté de la polyclinique, mais vous avez aussi au CHU, vous avez la clinique Pita qui fait des consultations mémoire. On les oriente là et on leur dit, vous avez cette possibilité d'aller en consultation mémoire ou d'aller directement dans un cabinet privé, que ce soit un neurologue ou un médecin gériatre privé. Donc on leur laisse le choix. Mais c'est vrai que quand ils viennent nous voir, c'est parce qu'ils disent, oui, mais mon papa, il a tel trouble, ma maman, elle a tel trouble, est-ce que vous pensez que c'est Alzheimer ? Je n'ai pas la réponse. Moi, je ne peux pas avoir cette réponse puisque je ne suis pas un professionnel de santé. Mais par contre, suivant les symptômes qu'ils me disent, je leur dis, ça pourrait ressembler à ça, mais comme disait le docteur Basileux, effectivement, ça peut être un AVC, ça peut être une tumeur cérébrale, ça peut être quelqu'un qui fait une dépression. Donc, il n'y a que quelqu'un de professionnel qui peut déterminer justement cette pathologie. Madame Blombou, est-ce qu'on peut revenir sur le rôle du neuropsychologue dans le diagnostic auprès du malade ? Bien sûr. Alors, comme l'a dit le docteur Basileux, la maladie d'Alzheimer, elle est diagnostiquée après la validation de certains critères diagnostiques, comme la présence de troubles neurocognitifs. C'est à ce moment qu'intervient le neuropsychologue qui est habilité à faire passer une batterie de tests et afin d'attester la présence ou non de troubles neurocognitifs. Comment ça se passe ? Comment vous faites ce travail ? Pouvez nous expliquer ? Bien sûr. Alors, le bilan neurocognitif, c'est comme une fenêtre sur le comportement, la cognition et les émotions du patient. Donc, c'est un bilan qui se déroule sur plusieurs étapes, 3 étapes, on va dire ça comme ça.
En premier, on a un entretien. Un entretien qui nous permet d'obtenir des informations très importantes. Par exemple, on évalue si la personne est capable en fait, de se rappeler des événements de vie. Par exemple, le nombre d'enfants, comment ils s'appellent, quel est le métier qui a été exercé. On a aussi la mémoire actuelle, c'est-à-dire est-ce que la personne peut renseigner son mode de vie à la maison. On peut avoir des personnes, on demande aux personnes si elles peuvent renseigner, donc si elles ont une infirmière qui passe à la maison, une aide ménagère, à quelle fréquence, est-ce qu'elles conduisent, comment elles s'organisent pour la préparation des repas, pour le ménage. On peut aussi demander s'il y a une plainte mnésique, ça veut dire est-ce qu'ils sont conscients de certains troubles, est-ce qu'ils observent des oublis qui sont un peu plus fréquents que d'habitude. Le neuropsychologue n'est pas uniquement technicien, mais c'est aussi un psychologue qui va aussi explorer la sphère affective, les émotions et l'humeur du patient. On va aussi observer le langage. Est-ce qu'il y a un manque d'humour? Est-ce que la personne arrive à répondre aux questions? Est-ce qu'elle est cohérente? Est-ce qu'elle a des troubles de l'attention, par exemple? Et en plus de cet examen qu'on propose aux patients, il faut aussi avoir un entretien avec la famille pour corroborer en fait les informations qu'on obtient. Alors, c'était la question de Georgette de Petit Canal qui demandait si pendant ce test, pendant cette consultation, est-ce que la personne peut être accompagnée d'un parent? Idéalement, il faudrait que l'entretien se passe en relation duel, c'est-à-dire entre le professionnel de santé, le psychologue, neuropsychologue et le patient. Parce que c'est vrai qu'en tant que membre de la famille, parfois on a envie d'aider, de donner un petit coup de pouce, de dire « Ah, mais non, mais c'était pas ça, c'était plus de ça comme réponse. » Ou bien parfois on peut avoir des personnes qui ne comprennent pas trop que justement le proche soit en difficulté, donc il est mieux de rester en relation duel. On a Karl, docteur Basileux, qui demande est-ce que ça existe des erreurs au niveau du diagnostic? Alors, des erreurs au niveau du diagnostic, je dirais que des fois, les diagnostics vont se préciser au fil du temps. Ça, c'est une caractéristique de certaines maladies neurodégénératives où, effectivement, ça peut être très compliqué. On a certaines formes de maladies de mémoire quand on rentre dans les atrophies multisystématisées, les maladies à cordéléoïdes, certaines autres un peu plus spécifiques, où des fois, c'est le fil de l'évolution des signes qui vont préciser le diagnostic. Au départ, on a parlé un petit peu plus de maladies Alzheimer classiques, et puis finalement, après, on peut parler des fois aux familles de maladies frontotemporales. Et c'est vrai que des fois, ces spécificités-là peuvent un peu, semer le trouble au cœur de la famille. Mais après, je dirais que ce qui est important, c'est d'avoir un suivi et de faire confiance aux professionnels en fait, qui vous accompagnent. Ce qui est important aussi, c'est d'avoir, on prenait l'exemple du bilan neuropsychologique, des tests adaptés en fait, pour les patients. Alors, Margaret, on va en parler tout à l'heure, voilà. Puisque d'ailleurs, nombreuses, par exemple, chez nous, nombreuses sont les personnes qui ne parlent pas français et qui parlent créole, par exemple, ou même dans les îles voisines, on a des personnes où, il faut peut-être adapter le test. On va en parler tout à l'heure. On va en parler en deuxième partie d'émission. Monsieur le maître, est-ce que on vous rapporte souvent, les familles vous rapportent quelques difficultés rencontrées? Est-ce qu'on vous parle souvent de difficultés rencontrées lors du diagnostic? Non, alors ça c'est quand même assez rare parce que le diagnostic il est quand même porté par des professionnels, donc c'est vraiment très rare. Alors on peut avoir quelques retours en disant mais je ne comprends pas, je n'ai pas encore eu la réponse, voilà, c'est surtout ça, l'accès au diagnostic. Voilà, est-ce que mon parent est Alzheimer parce qu'on n'a toujours pas porté le diagnostic? C'est vrai, et le docteur Basileux n'a peut-être pas insisté, mais c'est difficile de porter un diagnostic, que ce soit une maladie d'Alzheimer ou une maladie apparentée. Donc ça serait trop facile que vous alliez faire une consultation et au bout d'une heure, vous sortez, vous avez la maladie d'Alzheimer, vous avez la maladie à Cordes-Lévy, vous avez une dégénérescence frontotemporale, etc. Donc ça serait trop facile. Donc c'est un examen qui est particulièrement compliqué et du coup, effectivement, les professionnels de santé ne sont pas toujours capables de répondre tout de suite. Ça va prendre du temps, on va refaire des tests. On va refaire des tests. Absolument. Des fois, on dit aux familles vraiment qu'on va les revoir, en fait, qu'on ne peut pas confirmer le diagnostic, mais il faut se revoir à 3 mois ou à 6 mois. Et des fois, dans l'intervalle, on met en place ce qu'on appelle des séances d'orthophonie, de stimulation cognitive. On peut aussi prendre en charge une dépression, s'il y en a une, et réévaluer le patient à 3 mois ou à 6 mois pour voir, en fait, l'évolution des troubles, que ce soit de la mémoire ou du langage aussi, très important, et conclure ou pas un diagnostic. Et c'est ce qui peut être compliqué, parce que quand on vous dit, on va se revoir dans 6 mois,
c'est vrai que pour l'entourage, c'est un peu long. Oui, Surtout qu'ils vous disent, moi, ça fait 6 mois que j'attendais la consultation, par exemple. La famille veut une réponse rapide et qui dit rapide veut dire qu'on peut mettre en place Bien quelque sûr. chose, un projet de vie autour, etc. Et tant qu'ils n'ont pas la réponse, c'est souvent très difficile. Vanessa vous demande, est-ce que vous pouvez rappeler le rôle de l'association France Alzheimer Guadeloupe? Alors voilà, donc, comme je disais, on est une association de famille et ce qu'on a mis en place, nous, en tant qu'association de famille, on a mis en place une formation des aidants familiaux. Donc on forme les aidants familiaux à mieux comprendre la maladie. On explique c'est quoi la maladie d'Alzheimer. On explique aussi la psychologie du malade. On explique comment mieux accompagner le malade. Par exemple, ça ne sert à rien de dire à la personne je viens de te le dire il y a 5 minutes, la pauvre, elle a oublié. Donc ça ne sert à rien. Donc toute cette formation, c'est une formation qui est 100% gratuite et qui permet justement à la famille, à l'aidant familial, de pouvoir mieux appréhender la maladie, de mieux accompagner son malade et surtout de moins se fatiguer. L'association France Alzheimer Guadeloupe travaille donc en parfaite corrélation avec les professionnels. Comment ça se passe? Franchement, en tous les cas, pour nous, faut pas nous dire bien si c'est pas bien. Non, mais pour nous, association, moi, pas. je vais dire que j'ai quand même de la chance de côtoyer certains médecins gériatres, Tatiana Vasileux, Leila Rinaldo, le professeur Lanuzel, etc. J'ai la chance de travailler avec des personnes qui, je crois, ont vraiment compris l'esprit de France Alzheimer Guadeloupe. Comment vous travaillez avec ces différents Il services? m'arrive de téléphoner des fois à Tatiana Vasileux en me disant, écoute, j'ai un souci, j'ai une famille qui est vraiment, vraiment très embêtée et tout. Est-ce qu'il est possible qu'elle contacte le centre de gérontologie, Le MOG. Polyclinique. Bon, vous m'avez compris, le centre de gérontologie de la polyclinique. Donc, est-ce que je peux donner tes coordonnées pour que tu puisses recevoir la personne, etc. Et ça se passe très bien, on reçoit la personne. C'est la force, en fait, pour le coup, de notre petit territoire en Guadeloupe. C'est qu'effectivement, on se connaît vraiment très, très bien. Au niveau des consultations mémoire, pour le coup, ça, je trouve que c'est vraiment un avantage extraordinaire par rapport à d'autres endroits où j'ai pu travailler ailleurs, dans d'autres pays, où vous avez en fait l'accès en fait aux confrères, aux mêmes. Effectivement, tu as cité le professeur Lanuzel, il y a donc le CM2R du CHU, il y a la consultation mémoire du CHU, il y a la consultation mémoire à PITA, puis il y a nous effectivement à la polyclinique, et puis on a aussi des confrères libéraux, neurologues. Et c'est vrai que le fait qu'on se connaisse et qu'on ait accès en fait à ces échanges d'informations, on ne va pas hésiter à réorienter le patient à partir du moment où il en a besoin. Nous, ça nous est arrivé d'avoir en fait des patients, notamment des patients jeunes, assez jeunes, qui présentaient vraiment des troubles type Alzheimer ou autre, mais qui relevaient en fait d'une expertise beaucoup plus poussée, avec là des examens pour le coup bien plus spécifiques que ce que nous on pouvait faire. Très rapidement, j'ai appelé le secrétariat de la neurologie au CHU, voilà, j'ai tel patient à vous adresser, comment ça se passe. Et c'est vrai que pareil avec les associations ou les intervenants au domicile, on n'hésite pas à s'appeler, surtout quand il y a une situation critique. Et à nous signaler, il y a telle famille qui a besoin d'aide, est-ce que le secrétaire peut les rappeler, on peut parler de complémentarité, le travail que vous faites, vous, les spécialistes, les professionnels de santé, et ce que propose l'association France Alzheimer Guadeloupe? Ah oui, mais c'est plus qu'une complémentarité. Pour moi, ça fait partie du packaging, du suivi du patient, en fait, parce que ce qu'eux, ils font, nous, on ne peut pas le faire, et l'inverse est vrai. Donc, il y a vraiment une réciprocité, parce que nous, une fois, par exemple, le diagnostic est posé, moi, je n'hésite pas à réorienter les patients vers France Alzheimer Guadeloupe. Remettre le petit flyer. Et je le dis, il faut aller voir Monsieur le Mestre, parce qu'il y a des choses, évidemment, qu'il va pouvoir apporter au suivi. Il a parlé de la formation des aidants, c'est extrêmement important. Nous, en consultation, on n'a clairement pas le temps. On va aborder certaines choses, mais on n'a pas le temps. Et puis surtout, on n'a pas le vécu. C'est la force de l'association, c'est que ce sont des familles qui elles-mêmes ont déjà traversé en fait ça, donc qui vont trouver les mots bien mieux des fois que nous, professionnels, où au bout d'une heure, en fait, l'entourage est ressorti peu convaincu. Puis c'est quand ils ont vu Monsieur le Mestre qu'ils disent « Ah, effectivement, là, oui, on s'est senti écouté, on s'est senti compris. » Et c'est le but du jeu, en fait. Quelle que soit la personne qui va accompagner le patient, c'est que la famille se sente soutenue. Donc, si c'est que l'association, le professionnel, l'infirmière, c'est tant mieux. Et je dirais vraiment, c'est plus qu'une complémentarité, c'est un travail vraiment d'équipe. Mais c'est là la différence, c'est vraiment ça, c'est-à-dire que là on est dans le monde professionnel, donc il s'occupe de la personne qui est malade, et nous on est dans le monde associatif, on s'occupe des aidants familiaux et de la famille. Parce que c'est vrai qu'il faut soutenir cette famille, puisqu'à un moment donné, il faut savoir qu'aujourd'hui, un aidant sur deux meurt avant le malade, il meurt d'épuisement. Vous avez 30% des aidants familiaux qui sont sous antidépresseurs. Donc voilà, donc on est vraiment là dans le soutien des familles, et c'est vrai que
on a réussi à mettre en place cette corrélation entre les professionnels de santé et l'association qui fait qu'effectivement, ils orientent, quand ils ont une famille qui est en difficulté, ben, ils orientent vers France Alzheimer et puis nous, on reçoit les familles et puis on fait ce qu'on peut de l'autre côté, quoi. On va en parler tout à l'heure en deuxième partie d'émission de ce que vous proposez justement pour les aidants. On va marquer une petite pause puisque nous arrivons déjà à la moitié de notre émission. On marque une courte pause et on se retrouve juste après. Et nous voilà de retour sur le plateau Santé 10 ce soir qui parle de diagnostic de la maladie d'Alzheimer au sein de la médecine à orientation gériatrique. Nous avons la chance d'avoir avec nous Dr Tatiana Basileux, gériatre, service de médecine à orientation gériatrique, polyclinique à la polyclinique de la Guadeloupe. Absolument. C'est bien ça, tout est bien dit. C'est ça. Juste à côté de vous, Madame Blombou, Margaret, qui est neuropsychologue. Voilà. Alors, quand on dit neuropsychologue, bon, on sait que c'est un psychologue, quoi, qui est spécialisé, mais un psychologue. Absolument. Donc, pas la peine de dire psychologue et neuropsychologue. Ok, j'ai compris ça au cours de l'émission. Et puis, bien entendu, nous sommes en train de vous parler un petit peu de la maladie d'Alzheimer, de comment ça se passe, du diagnostic. Et j'aimerais revenir avec le docteur Tatiana Basileux sur le service de médecine à orientation gériatrique. Est-ce que vous pouvez nous parler du service, nous présenter le service, nous dire comment ça se passe, qu'est-ce que vous faites là-bas exactement? Bien sûr, alors c'est une unité de médecine qui est orientée gériatrie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, on reçoit les patients à partir de critères d'âge, 70 ans, pour des bilans gériatriques. Donc ça peut être une prise en charge qui est cardiovasculaire, diabétologique, etc. Mais qui est beaucoup orientée sur ce fameux bilan mémoire et donc sur le diagnostic des maladies Alzheimer et apparentées. Après, c'est un service qui a été réfléchi justement par rapport à cette difficulté des fois des parcours diagnostiques. Donc je vais parler de ma propre expérience. En fait, moi, j'ai travaillé en consultation mémoire et très souvent, j'étais un peu comme les familles frustrées en fait de ce laps de temps parfois qui se passait entre le moment où j'arrivais en diagnostic et le moment où je recevais les patients. Par exemple, on reçoit le patient une première fois, alors il a attendu 3-4 mois effectivement sa consultation, on le voit, on a besoin d'un bilan sanguin, donc on prescrit le bilan sanguin, on le revoit, mais du coup on le revoit à 3 mois, puis entre-temps on a prescrit le scanner, mais le scanner finalement il n'a pas réussi à avoir le rendez-vous l'IRM avant 6 mois, et du coup c'était très long. Et des fois, on avait moi, j'avais cette perception que c'était très compliqué pour les familles. On a vu l'exemple de cette dame de 75 ans avec un parent de 92 ans. Donc, quand il faut aller l'emmener faire l'IRM à Basse-Terre, parce que c'est que là qu'on avait le rendez-vous. Et puis, finalement, il y a aussi le Doppler à faire, parce que le médecin demandait un Doppler, mais ça, ce sera à Pointe-à-Pitre. Puis nous, on habite à Mornal. Enfin bon. Et donc, l'idée est née d'avoir une unité, en fait, où on va pouvoir faire tous les examens sur place, sur des bilans très courts. Donc, c'est le principe de la médecine d'orientation gériatrique, c'est moi je vois le patient en premier lieu, une consultation de préadmission, de débrouillage. On va expliquer comment vont se passer les choses. On a le temps, si vous pouvez nous détailler un petit peu le bilan diagnostic fait dans votre service, nous expliquer un petit peu comment ça se passe. D'accord, donc en fait, je les reçois en général un lundi ou un mardi, voilà. On se voit en consultation avec la famille où j'explique effectivement ce qui va se passer la semaine d'après, puisque souvent le séjour est programmé la semaine suivante, ou en tout cas au moment où c'est possible. Et le patient, il rentre le lundi matin à 7h et il va rester avec nous jusqu'au vendredi. Et sur cette semaine, il va y avoir en fait toutes les étapes dont on a parlé du diagnostic. Alors, juste petite chose que je précise, c'est qu'il est primordial qu'à la consultation de préadmission, ou en tout cas le jour de l'entrée, qu'il y ait une personne de l'entourage ou un aidant familial. Parce qu'on a vu que l'aidant et son histoire et sa vision du patient va aider autant au diagnostic que tout ce qu'on va faire à côté. Et puis, ce qui est intéressant dans cette formule, c'est que du coup, on va pouvoir approcher par étapes le patient. Il peut se passer une consultation de préadmission, je ne vais même pas forcément examiner ce patient. Parce que vous avez des fois des personnes aussi qui sont réfractaires, qui n'ont pas forcément envie qu'on leur pose des questions, qui sont un peu méfiants. Donc, on va pouvoir établir ce climat de confiance. Et finalement, ça va être le premier jour, le deuxième jour, on va commencer à discuter, on va rentrer un petit peu plus en détail, on va examiner le patient. Et puis, concrètement, il va avoir cette fameuse prise de sang dès le premier jour avec... on va éliminer en fait tout ce qui pourrait causer des troubles de la mémoire, mais qui n'est pas en fait une maladie d'Alzheimer. Est-ce qu'il y a un problème métabolique, est-ce qu'il y a un diabète, etc. On va chercher tout ça dans la prise de sang. Ce patient, il va aussi bénéficier d'un scanner cérébral sur la semaine, où pareil, on va aller regarder à la fois les zones du cerveau qui contrôlent la mémoire, comment elles sont, est-ce qu'elles sont atrophiées, est-ce qu'elles présentent des signes en faveur d'une maladie d'Alzheimer, mais aussi est-ce qu'il n'y a pas autre chose, est-ce qu'il n'y a pas une tumeur, est-ce qu'il n'y a pas un AVC, est-ce qu'il n'y a pas autre chose.
Et puis, justement, ils vont pouvoir, sur cette même semaine, bénéficier de l'évaluation par la neuropsychologue. Donc, il va pouvoir voir le patient, l'évaluer, discuter avec la famille, discuter avec nous en staff, puisqu'on a en fait une fois par semaine un staff pluridisciplinaire où il y a l'assistante sociale, le neuropsychologue, le gériatre, l'équipe de soins. Et ça, c'est extrêmement intéressant parce que du coup, on a le regard de plusieurs professionnels sur un patient qui est là en plus sur la semaine. Puisque ça aussi, ce qui est important de dire, c'est que des fois en consultation, on va voir l'entourage qui va nous dire mon parent fait ci ou ça à la maison, ma maman fait telle chose, elle a des hallucinations ou autre. Et puis pendant les 45 minutes de consultation, il ne se passe rien. Il ne se passe rien du tout. Et vous avez même des fois les familles qui disent mais docteur, il faut me croire. Et souvent on rassure les familles en disant mais on vous croit, mais effectivement il y a aussi ce tissu social, cette adaptabilité des fois des patients qui fait qu'en consultation sur 45 minutes, on ne va pas voir, tout simplement. Même en étant professionnel, même en ayant l'habitude. L'intérêt du séjour de 5 jours, c'est qu'on voit à la fois le comportement sur la journée, très important, le comportement sur la nuit, comment se passent les nuits, avec donc des fois en plus de véritables surprises, c'est-à-dire des fois des familles qui nous disent ça se passe pas bien à la maison, d'ailleurs ça va très mal se passer à la clinique, vous allez voir, ça va pas marcher. Et nous on rassure les gens, écoutez, on a l'habitude, on va accompagner monsieur ou madame, on va voir. Puis, si ça ne va pas, on vous appellera. Et au contraire, ça se passe très, très bien. Donc, ça peut même rassurer les familles de voir que finalement, le fait de socialiser, le fait de mettre en place le kiné ou l'infirmière, ça ne va pas être si compliqué que ça parce qu'au contraire, ça se passe bien. Ou à contrario aussi, des patients qui sont plutôt très stabilisés dans leur milieu familial, dans leur environnement propre et qui, quand ils rentrent en clinique, sont complètement déstabilisés, désorientés et présentent des troubles qu'ils n'ont pas à la maison. Donc, dans les deux cas, ça nous apporte des informations qui sont capitales pour le diagnostic. Donc, c'est vraiment ce schéma qui est intéressant. Et au cours de la semaine, ensuite, ils vont voir d'autres spécialistes, s'il y a besoin, un cardiologue, un endocrinologue s'ils sont diabétiques, etc. Ils ont d'autres examens aussi, des Doppler, des échographies. Donc, ça aussi, c'est l'avantage, c'est que tout est fait sur cette semaine-là. Il n'y a pas plusieurs rendez-vous sur plusieurs semaines. Et à la fin de la semaine, on fait une synthèse. On peut rencontrer des familles à nouveau avec l'assistante sociale. Et on va pouvoir à la fois poser un diagnostic, à la fois commencer à mettre en place des aides. Infirmière, équipe spécialisée Alzheimer, orthophonie, kiné, etc. Et quand le patient ressort, il ressort avec toute cette synthèse en main propre. Elle est aussi envoyée à son médecin traitant, bien sûr, mais il a en main propre tous ces résultats, une synthèse gériatrique qui peut aussi rassurer la famille sur place, mais les enfants, des fois, qui sont loin. Parce que souvent, si c'est les demandes de savoir, mais il était une semaine en clinique, qu'est-ce qu'on a fait ? Le jour de la sortie, il a sa synthèse avec lui. Et donc ça aussi, c'est intéressant, même pour le suivi. Et très souvent, c'est des patients ensuite qu'on oriente vers France Alzheimer pour le suivi ou vers d'autres associations. On va revenir tout à l'heure sur tout ce qui est traitement. On a Marie-Rose qui nous pose la question suivante. Est-ce qu'on guérit de la maladie d'Alzheimer ? Moi, je connais la réponse, mais on va quand même en parler tout à l'heure. Parler des traitements, pas du traitement, mais des traitements. On revient sur le sujet dans un court instant. Monsieur Lemestre, je rappelle, vous êtes le président de l'association France Alzheimer Guadeloupe. Aujourd'hui, les aidants, 1 sur 2, meurent avant le malade. On a 30% des aidants, ils vont mal, ils vont très très mal. En quoi l'association accompagne et aide les aidants ? Alors, comme je vous disais, nous, on a mis en place cette formation des aidants, qui est une formation qui est 100% gratuite, où justement on explique c'est quoi la maladie, la psychologie du malade, et surtout faire comprendre aux parents que tout ce que fait le malade n'est pas de sa faute. D'accord ? Donc ça veut dire qu'à un moment donné, c'est nous aidants qui devons nous adapter, parce que le malade ne pourra plus jamais s'adapter. Donc c'est tout un travail qui est fait, et puis beaucoup d'échanges entre justement ces familles. Dans cette formation, les familles entre elles peuvent échanger. Moi, j'ai appris beaucoup de choses alors que je suis formateur. J'ai appris beaucoup de choses avec des familles, et je leur ai certainement appris beaucoup de choses. Donc c'est aussi le fait de discuter entre nous permet aussi, mais tu as mis ça, tu as fait ça, ça a marché, mais moi, je n'y ai pas pensé, je vais essayer. Parce que des fois, on est toujours obligé en tant qu'aidant de s'adapter. Ce qu'on a mis en place aujourd'hui va fonctionner, et demain ça ne fonctionne pas. Et ça va peut-être fonctionner après-demain. Ça veut dire que tout le temps, on est obligé de réfléchir à mettre en place de nouvelles actions avec notre malade.
Donc, on a mis en place aussi l'écoute, hein, l'écoute téléphonique. Les gens nous appellent. Ils peuvent venir nous voir. On va les orienter sur ils demandent, mais comment est-ce qu'on fait une demande d'APA, par exemple, au conseil départemental. Donc, on leur explique comment faire une demande d'APA, des choses comme ça. Tout ce qui existe sur le territoire, les accueils de jour, les lieux de répit, etc. Donc, on leur dit tout ça. Donc, l'association est vraiment là pour, comme je vous disais, aider les aidants familiaux, cette formation des aidants et en même temps les orienter dans tout le questionnement qu'ils peuvent se poser. Dans la petite vidéo que nous avons regardée en début d'émission, c'est de ça qu'elle parlait, madame. Elle parlait de cette formation, madame Gaillu, qui disait que ça l'avait énormément aidé à comprendre, mais à accepter cette mais c'est pas maladie. facile, vous savez, vous vous rendez compte, vous avez comment dirais-je, ça fait 50 ans ou 60 ans que vous êtes mariés et tout d'un coup, votre compagne ou votre compagnon fait des bêtises, quoi. Il est complètement désinhibé, il est capable de sortir tout nu dans la rue, des bêtises comme ça. Et puis, vous comprenez pas, vous dites, mais c'est pas possible. Comment et vivre ça, c'est quelque chose de particulier. Donc, s'il n'y a pas de soutien à côté, et le gros avantage justement de cette association France Alzheimer, c'est que nous tous, nous avons vécu, ou soit ceux qui sont des bénévoles qui sont là, sont en train de vivre cette situation. Et ça, c'est le gros avantage, c'est que c'est plus facile de discuter avec nous, puisqu'on sait de quoi on parle, ce qu'on a vécu, que peut-être d'aller se confier à nos psychologues. Et comme disait le docteur Basileux tout à l'heure, pendant 45 minutes, ils vont poser des questions aux malades. Pendant 45 minutes, tout va bien, alors que la famille a dit des choses. Mais il faut savoir que le malade d'Alzheimer, il est capable de tromper tout le monde au début de la maladie. Il est capable de se concentrer pendant 45 minutes et de tromper tout le monde. Et si vous ne posez pas des questions à la famille, certains professionnels peuvent passer à côté. Donc c'est vraiment très important. Et cette consultation mémoire qui se fait en plusieurs jours, c'est très très bien parce que ça permet justement de voir, ah ben oui, hier a été comme ça, mais aujourd'hui on voit bien que c'est pas du tout la même chose. Absolument. Justement, la transition est toute faite pour que nous puissions revenir avec Margaret Blombou, neuropsychologue, sur le test de mémoire. Est-ce que, par exemple, est-ce que ces tests sont adaptés aux populations créolophones? Alors, le bilan neuropsychologique se compose de différents tests qui évaluent par exemple la mémoire, l'attention, la capacité de planifier, de s'adapter. Beaucoup de choses qui sont gérées donc par les régions cérébrales. En fonction des résultats qu'on obtient, on se rapproche ou pas d'un certain profil. Et ensuite... je suis perdue. Oui, parce que j'accompagne quelqu'un. J'ai un parent qui est malade, qui vient pour son test de mémoire. Sauf que ce parent ne parle pas français. On s'adapte. Parle créole. Et ne comprend d'ailleurs que le créole et ne parle que ça. Est-ce que vous, professionnels de santé, est-ce que vous allez adapter le test à cette situation? Alors oui, bien sûr. Bien sûr, c'est très important d'offrir un cadre adapté à chaque personne que l'on a en face de nous. Le bilan neuropsychologique n'est pas figé, il dépend des hypothèses que l'on veut confirmer ou infirmer. En cas de personne créolophone, donc qui ne comprend pas le français ou qui est très, très mal à l'aise avec, on va évidemment proposer déjà l'entretien en créole. Donc c'est très important parfois de savoir communiquer avec nos aînés qui sont mal à l'aise avec le français. Ensuite, on va sélectionner les tests les plus appropriés et on va traduire les consignes, par exemple, pour éviter des biais, par exemple, utiliser des mots que les personnes ne connaissent pas ou des choses que les personnes n'ont jamais vues. C'est très, très important. Vous avez déjà eu des cas comme ça? Des personnes qui... Oui. C'est une situation que l'on retrouve tous les jours, tout le temps. Tout le temps, on est obligé de s'adapter parce qu'on a parfois des personnes qui comprennent le français, mais qui ont besoin d'être plus à l'aise, par exemple, dans l'entretien. Mais on n'a que ça, en fait. Moi, je me souviens très bien quand je suis revenue de mes études, que je suis arrivée en Guadeloupe et que j'ai commencé la consultation mémoire ici, il y a eu un petit flottement parce que je me suis rendu compte que tous mes gentils petits tests que j'ai appris et la façon de mener, en fait, la consultation, enfin, en face de moi, j'avais des gens des créolophones. Oui. Donc déjà, il fallait commencer, monsieur un tel qui genre, qu'a fait, etc. Il fallait commencer. Et par ces tests-là, justement, on a même eu un travail là-dessus
Moi, j'ai eu l'occasion de travailler là-dessus aussi pendant ma thèse, où la question c'était, mais est-ce que finalement ces tests et les scores qu'on obtenait si on passait le test français, mais est-ce que ça permettait et ça suffisait de porter un diagnostic? Parce que forcément, des fois, vous avez des gens en fait, qui vont avoir des scores, entre guillemets, pas bons à certains tests, puisqu'on vous fait parfois compter, calculer, écrire, etc. Mais en fait, c'est pas qu'ils sont déments, c'est pas qu'ils sont malades, c'est juste qu'ils n'ont jamais été à l'école, en fait, ou qu'ils sont, qui sont illettrés. Donc, c'est à nous ensuite d'aller sortir, en fait, de ce que l'on nous a appris et d'aller justement auprès, notamment, de l'entourage, de l'histoire de vie, de comment on sent le patient aussi, pour aller, en fait, arriver à ce diagnostic. Et moi, ça m'est arrivé de conclure à des diagnostics sans avoir pu faire les tests classiques qu'on nous a appris. Mais il faut savoir qu'il y a un travail qui est fait par... certains gériatres et des équipes, d'un psychologue, neuropsychologue, il y a le Grey-Kill, etc., et qui adaptent les tests. Donc il y a même eu un score MMS, je ne sais plus, il y a un des tests très réputés qu'on connaît qui devait être traduit en créole, et d'autres, et petit à petit, en fait, on est en train d'adapter complètement et d'avoir des tests validés, référencés. Mais dans l'attente de ces tests validés, référencés, il ne faut surtout pas que les gens se disent « Non, mais je ne veux pas aller là avec maman, déjà quand le médecin parle, elle ne comprend pas. S'il faut qu'on s'adapte, et il n'y a aucun problème, au contraire. » Non, mais heureusement, et c'est vrai que la maladie d'Alzheimer, ça reste quand même une maladie, entre guillemets, des personnes âgées, d'accord? Même si on sait qu'il y a des malades jeunes, mais le pourcentage est quand même largement supérieur sur les personnes qui sont âgées. Et très souvent, quand elles sont diagnostiquées, même si elles ont longtemps parlé le français, parce qu'elles ont fait des études, elles ont été à Paris pendant 30 ans ou 40 ans de leur vie professionnelle, elles reviennent au pays... Pas de chance, ils ont la maladie d'Alzheimer, et paf, ils reviennent au créole. Moi, ma belle-mère ma belle-mère, pendant quasiment 30 ans, m'a toujours parlé que français, et quand elle a été diagnostiquée Alzheimer, elle ne parlait que le créole réunionnais. Donc, voilà. Et après, ils reviennent dans leur langue maternelle, et on est obligé. Et c'est vrai que les consultations en mémoire, heureusement, ils se sont adaptés. Montout à Basse-Terre avait fait aussi des tests qu'il avait rendus. Quelqu'un qui ne connaît pas une tulipe, vous n'allez pas lui montrer une tulipe. Le test des mots, par exemple. Donc, vous allez prendre une hibiscus, ou vous allez prendre... je ne sais pas, mais en tout cas, vous allez créoliser les tests, parce qu'il n'y a que comme ça qu'on peut savoir si réellement... Et comme disait le docteur Basileux, oui, il y en a qui sont illettrés, il faut adapter les tests pour ça. Très bien. Et tout comme en fait au niveau de diagnostic pas difficile, donc au niveau des bas niveaux comme ça, c'est le terme qu'on emploie, on va dire. Mais le test est tout aussi difficile, le diagnostic est tout aussi difficile chez les hauts niveaux. C'est-à-dire les personnes qui ont été, je ne sais pas moi, avocats, médecins, etc. et qui en fait vont avoir ce qu'on appelle une réserve cognitive et une capacité en fait à masquer les troubles très longtemps. Alors qu'ils ont déjà en fait la pathologie. Et nous, souvent, quand on vient et qu'on fait nos petits tests, pour le coup, ils ont les scores parfaits partout, parce qu'en fait, ils ont ce niveau intellectuel, social, etc., qui fait qu'ils vont pouvoir compenser, alors qu'en fait, ils sont en difficulté au quotidien, parce que vous aurez un monsieur ou une dame qui a 10 sur 10 sur tous les tests, mais la famille va vous dire, mais écoutez, le matin, il ne se lave plus, ça fait 10 jours qu'il remet le même vêtement, hier, il a mis la voiture et il ne savait plus où elle était. Et donc, c'est plus possible parce qu'il continue à travailler et non, on ne sait plus quoi faire. Donc, si vous n'avez pas ce retour-là, en fait, de la famille et que vous vous contentez de dire, le monsieur, il a fait tous les tests, il compte de 7 en 7 parfaitement, mais en fait, c'est un banquier qui a travaillé 50 ans, donc compter de 7 en 7, il a fait que ça. Si vous vous arrêtez là, vous dites, bon, pas malade, au revoir, monsieur. Alors qu'on n'a pas posé la question à la dame qui était à côté et qui, elle, sait que son mari ne se lave plus depuis 10 jours. Et ce qui est très important et qu'on fait aussi, c'est qu'on sait aussi des fois, tout simplement, recevoir l'épouse sans forcément le mari à côté. Parce qu'on va des fois avoir des consultations où vous aurez la petite dame, alors ça peut être le petit monsieur aussi à côté, qui ne va absolument rien dire de ce qu'il souffre et de ce qu'il voit de la maladie, de peur en fait que le patient s'énerve, etc. Et puis par pudeur aussi. Donc nous, des fois, on reçoit le couple, on va dire, qui consulte, ou le parent et l'enfant. Mais on sait très bien par moment dire, monsieur, vous allez un petit peu rester avec nous, et puis on va faire attendre votre fille. Et puis l'inverse aussi, alors je vous fais patienter 5 minutes, je vois votre fille juste pour des petites formalités, et on va pouvoir donner la parole. Et c'est là qu'on se rend compte qu'en fait, moi ça m'est déjà arrivé dans des consultations, où je me dis, en fait, il n'y a pas grand-chose. Et puis, madame, vous patientez, je reçois votre fille juste 5 minutes et c'est fini. Et quand je discute avec la fille, je dis, alors attendez, on va tout recommencer, je barre ma page, on y va. Parce qu'en fait, la fille a des informations qui clairement orienter le diagnostic. Et si on n'apprend pas ce temps avec la famille, d'écouter ce qu'ils ont constaté, et si la famille n'ose pas aussi, malheureusement, on peut passer à côté du diagnostic.
Alors, on a la question de Marie, mais aussi un jeune, Jordan, qui demande est-ce qu'on peut guérir de la maladie d'Alzheimer. Donc, la réponse, on la connaît, mais il faut qu'on revienne quand même dessus, docteur. Alors, malheureusement, c'est une maladie neurodégénérative. Donc, c'est une maladie qui n'est pas, à l'heure actuelle en tout cas, curable. On n'a pas de médicament pour guérir de la maladie d'Alzheimer. Alors, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de traitement. Il y a un traitement médicamenteux, non médicamenteux. Il y a un accompagnement. Mais c'est vrai qu'il y a cette dégradation qui est irréversible, qui ne va pas forcément survenir de la même façon et au même rythme pour tous les patients. Et c'est pour ça qu'il faut encourager au diagnostic, parce que ce déclin qu'on observe va beaucoup dépendre aussi de ce qu'on met autour. Si vous avez un diagnostic qui est précoce, si on met en place le monde associatif, l'infirmière à domicile qui pourra contrôler comment sont pris les médicaments, qui pourra aussi contrôler la tension et tout le reste, puisqu'il va falloir accompagner le malade d'Alzheimer sur tout ça. Si on peut mettre en place de l'orthophonie pour stimuler la mémoire, mais aussi de l'activité physique, puisqu'on sait maintenant que l'activité physique régulière a un impact direct sur les troubles cognitifs, sur l'évolution de la maladie, eh bien, on va pouvoir éviter ce déclin rapide que si on ne met rien en place, si on n'a pas de diagnostic, et où là, effectivement, la situation peut se dégrader rapidement. Mais dans tous les cas, non, malheureusement, à l'heure actuelle, on ne guérit pas de la maladie d'Alzheimer. Est-ce qu'après le diagnostic, on continue, le malade continue à venir voir le neuropsy? Ça peut arriver, en effet. Ça peut arriver que le patient ait besoin de stimulation. Donc, cette stimulation peut être faite par une orthophoniste ou un orthophoniste, mais également par le neuropsychologue, en proposant des exercices ciblés en fonction donc, des capacités qui sont préservées, qui vont servir d'appui, afin de venir, on va dire, compenser les difficultés qui ont été observées, attestées lors du bilan neuropsychologique. Docteur Basileux, on doit rappeler l'intérêt de diagnostiquer cette maladie, même si on vient de dire qu'on n'en guérit pas, mais qu'il est important de diagnostiquer le plus rapidement possible, en tout cas, cette maladie. Absolument, c'est essentiel, comme on disait, que ce soit pour mettre en place un accompagnement ou un traitement, que ce soit aussi pour sécuriser la personne, sécuriser l'entourage, adapter le projet de vie. Sans le diagnostic, vous n'avez pas accès en fait à beaucoup de choses. Et surtout, alors, il y a encore un gros travail à faire autour du statut de l'aidant, mais avoir ce statut d'aidant, déjà, ça passe par un diagnostic qui est posé. Sinon, en fait, vous vous retrouvez dans la situation de la dame, en fait, qui vit sa vie en s'occupant que de sa maman. Mais s'il n'y a pas de diagnostic posé, on se dit, elle s'occupe de sa maman. Et puis voilà, sauf que non, c'est une aidante d'une patiente qui a une maladie d'Alzheimer, donc ça donne un statut. Et ce statut, il doit encore évoluer, parce que clairement, les personnes sont dans l'entourage, entre guillemets, aussi atteintes par la maladie que le malade. Donc le diagnostic, il est essentiel. Et puis, on l'a dit au début, on cite beaucoup la maladie d'Alzheimer, mais il y a d'autres formes de maladies neurodégénératives. On a parlé des maladies à courbe de Lewy, des maladies frontotemporales, etc. Donc c'est aussi important pour pouvoir catégoriser la maladie, savoir quel type de pathologie dont souffre le patient, parce que ça aussi, ça va orienter la prise en soin, ça va orienter ce qu'on va mettre autour. Le traitement, puisqu'il n'y a pas un traitement, il y a plusieurs traitements en fonction justement du degré et de la pathologie, non ? Il y a plusieurs traitements, que ce soit, moi quand je parle de traitement, il y a les traitements médicamenteux, c'est souvent on pense médicaments, mais dans la maladie d'Alzheimer, il y a aussi le traitement non médicamenteux qui est aussi important. La stimulation cognitive en fait partie, les séances de stimulation cognitive, comme les séances de kiné, comme les séances d'activité physique adaptée, c'est au même titre que l'importance du traitement médicamenteux. Maintenant, on sait que les médicaments dans la maladie d'Alzheimer ne sont plus remboursés comme avant, donc c'est vrai que là-dessus, il y a eu toute une polémique, malheureusement. La question du déremboursement, c'est compliqué parce que le fait que ça soit plus remboursé, ça a fermé certaines portes et ça a fermé certains suivis. Et puis, quoi qu'on en dise, chez certains patients, alors on parle des médicaments, la classe des anticholinéstérasiques surtout, chez certains patients, en début de maladie, ces médicaments-là donnent des améliorations. Je ne parle pas de guérison, mais je parle d'amélioration au niveau des troubles du comportement. Surtout de retardement, ça retarde l'évolution. Ça recule. Donc, on l'a tous constaté dans notre pratique. Maintenant, dire on les dérembourse,
Bon, c'est une position, mais c'est vrai que du coup, à nous d'accompagner encore plus les familles parce que ça a beaucoup déstabilisé certaines familles, Mais certains patients. Qui sont sûrement venus vers vous. C'est une position où France Alzheimer n'est pas du tout d'accord. Hein. Oui. C'est-à-dire que nous sommes le seul pays européen à avoir déremboursé les médicaments. Il y avait 4 médicaments C'est ça. qui étaient remboursés par la Sécurité sociale. Nous sommes le seul pays européen à avoir déremboursé les médicaments. Donc, par contre, le docteur Basileux bon, c'est sûr qu'elle a raison, elle est docteur. Non. Mais je veux dire, le diagnostic, c'est très important. Et trop souvent aujourd'hui, on va poser un diagnostic beaucoup trop tardivement. Les gens vont tardivement consulter leur médecin en disant ah ben non, mais c'est normal, moi j'ai 80 ans, donc je ne vais pas aller consulter, c'est normal qu'on ait des troubles de mémoire, des choses comme ça. Donc, et le problème, c'est que très souvent, quand on va consulter, ça fait peut-être déjà 10 ans, 15 ans que la maladie est là, et tant que le cerveau était capable de compenser, eh ben, la personne a réussi à continuer à vivre. À un moment donné, le cerveau ne peut plus compenser, c'est là qu'on va consulter, mais la maladie est déjà là depuis 10-15 ans. Donc la consultation le plus tôt possible est vraiment très bien, et mettre en place, alors la médication, oui, parce que nous on est à France Alzheimer pour la médication, puisqu'on sait qu'elle fonctionnait. Maintenant, ce qu'on appelle la prise en charge non médicamenteuse, tout ce qui est stimulation cognitive, stimulation, faire du sport, des choses comme ça, c'est très très bon pour le cerveau, et plus tôt on met ça en place, plus tard, la maladie va évoluer, quoi. L'association a essayé de... Alors nous, on a fait de l'art-thérapie, on a fait de la musicothérapie, on a fait des choses comme ça. Manque de bol, depuis 1 an et demi, 2 ans, on a perdu des subventions avec l'histoire du Covid. Pareil, il y a des dons qui ne sont pas venus. J'ai perdu le local que j'avais à Jarry et tout. J'espère que tout va se calmer, que je puisse essayer de retrouver un local. Mais c'est vrai que on faisait ça, on faisait de l'art-thérapie, la musicothérapie. On avait signé une convention avec la Croix-Rouge qui eux aussi faisaient de la simulation cognitive, des choses comme ça. Non, mais c'est très important. Et les ateliers mémoire, là, je vois que vous faites des ateliers mémoire. C'est quelque chose... Non, mais c'est très, très important parce que, comme dit le docteur Basileux, non, on ne guérit pas de cette maladie, mais plus on fait travailler le cerveau, plus on crée des connexions neuronales et plus vous retardez l'évolution de la maladie. Nous arrivons en bout à l'émission là. Nous que font-ils en tout? Pour chaque monde parler, c'est mon qui a gardé nous là, qui a écouté nous. En prenant créole parce qu'on savent qu'il y a l'autre monde qui n'y ont l'âge, qui a écouté nous et qui a envie que mot là nous qu'a dit à la fin là, et ben que comprendre lui parce que c'est très très important. Nous avons commencé avec Monsieur Lemesse et puis songez aussi bon nous coordonner à l'association là pour tout le monde qui a gardé nous. Bon, à quatre autres, merci. Si vous voulez joindre l'association France Alzheimer Guadeloupe, il faut crier le 05 90 98 94 65. Et quand tu as envie de dire tout le monde qui a gardé nous soit là? Eh bien, Caberet Pamouli. Docteur Tatiana Basileux, nous avons dit merci, hein, merci pas d'avoir répondu à l'invitation en nous. Un petit mot pour nous finir l'émission là. Eh bien, merci en pile, parce que c'est un sujet qui pour moi est très important, pas qui pour moi, mais pour tout le monde qui est en Guadeloupe, parce que nous tous, ni parents, quand on des autres, c'est surtout de ne pas hésiter à consulter docteur Azot s'ils ont constaté qu'ils ont des difficultés qui ce soit de mémoire, mais des difficultés de langage, des difficultés dans le quotidien Azot. Ils ont l'habitude de faire manger Azot bien, et puis depuis quelques temps, ils ont constaté qu'ils ont oublié, ils n'ont pas arrivé, manger là, pas fait bien. Ainsi de suite, il ne faut pas hésiter au moins à discuter avec le docteur traitant Azot, médecin généraliste là, pour commencer à discuter avec et voir si pas un diagnostic à poser. Parce que consulter pas 40 personnes malades, consulter qu'à en réponse et qu'à permettre vous d'adapter tout simplement. Et après, s'il faut nous mettre moun en l'entour ou moun à casa, c'est un butin qui a fait très très bien et c'est un butin qui a aidé justement à rester à casa le plus longtemps possible. Donc pas hésiter et puis nous là pour autres. Voilà. Merci en pile, docteur Tatiana Basileux. Nous t'es content, nous sommes là, un jeune neuropsychologue, ça a fait plaisir et en plus qui fait premier téléaille au soit là avec nous. Nous qu'a dit mon Blombou Margaret, merci. Un petit mot pour nous finir l'émission là. Merci Azot. Et ça on t'a dit, c'est même bitin qui docteur là, on t'a dit pas hésiter à consulter docteur Azot depuis autres senti anti-bitin qui pas caille qu'on avant. Vous avez oublié ou la autre médecin azote, vous avez pensé peut-être que Timouna prend l'argent là et caché. Consulter. Et santé des autres aussi, c'est essayer de travailler mémoire là à case. Si vous avez lit, si vous n'avez pas lit, occupez-vous déjà d'azote. Et quand on dit jouer avec Timouna, il faut
garder le lien social là. Faut garder le lien social là pour ça parler, pour ça garder le langage à autres. Parler à autres. Merci en pile. Et nous qu'a dit Zot merci, parce que c'est grâce à Zot que nous pouvons faire émission là, ça. Tous les jeudis, des 8 de soir à 9 de soir, nous qu'apprendre jeudi prochain pour une autre thématique, et nous qu'a dit Zot merci en pile.